Bonjour à tous, on va pouvoir commencer, fantastique. Bonjour à tous, je suis Aurélien. On va parler aujourd'hui d'enrichissement de données par l'intelligence artificielle et quelle application on a fait de tout ça avec le risque sécheresse. Alors comme vous le voyez, il y a 4 noms sur le slide, on est 3 sur la table. Malheureusement, Guillaume n'a pas pu se joindre à nous, donc je vais laborieusement essayer de le remplacer sur la partie qui le concernait. J'espère que ce sera aussi bien que ce qu'il a l'habitude de faire. Il a le Covid, le pauvre. Voilà. Je vous propose de démarrer avec une petite intro en fait qu'on a déjà eu à peu près toute la journée, hein, puisque je pense que vous avez vu qu'en filigrane de la journée, les risques climatiques, l'utilisation des données open source, comme on a pu le voir avec nos amis de Milliman dans un atelier juste avant, c'est effectivement un vrai sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité parce qu'il y a ce sujet de dérèglement climatique, c'est un sujet d'actualité parce que d'un point de vue risque, il y a clairement un problème de déviance du profil de risque et de tout ce qu'on a pu voir dans le passé par rapport à cette nature de risque, et en particulier pour le risque sécheresse, à l'image de ce que vous pouvez voir sur la figure numéro 1 qui représente dans le temps l'évolution de certaines déclarations CatNat à l'échelle de 3 départements. Les choses se passent plus vraiment comme elles devaient se passer avant. Donc on est en droit de se dire que on va peut-être essayer de faire un petit peu d'AI et de voir quel usage on peut avoir de l'intelligence artificielle vis-à-vis de ce problème de suivi, de compréhension, de modélisation de l'évolution du risque. Alors naïvement, nous on a plutôt des casquettes à la base de machine learning engineer. On peut se dire, le sujet qu'on va faire, c'est qu'on va adresser comment on modélise ce risque sécheresse, et donc on va essayer de créer des modèles de machine learning en lieu et place des modèles historiques. On a aussi pu avoir dans précédents ateliers des références à ce que peut faire la CCR en termes de modèles d'aléas et en tout cas de modèles historiquement utilisés à la CCR. On pourrait se dire que c'est un levier d'utiliser le deep learning pour essayer de prédire la sévérité, la sinistralité, la fréquence de ce type d'événement. C'est un sujet qui n'est pas forcément simple, on l'a observé surtout parce que le réel enjeu derrière, c'est la data. C'est essayer de comprendre finalement quel est le signal, comment se passent les choses, plutôt qu'en réalité de se focuser sur la partie modèle. D'autant que pour des raisons du changement, c'est pas toujours évident de commencer par des sujets de modélisation, on a plutôt envie de commencer par des sujets d'acquisition de données. Donc ce qu'on va voir dans la suite, c'est une perspective de comment on peut utiliser l'intelligence artificielle par le détour de la data, donc du feature engineering, de l'enrichissement de données, et comment on peut s'en servir pour mieux comprendre le risque sécheresse. L'enrichissement de données, ça peut être, comme on a pu le voir avec l'atelier juste avant, de l'acquisition de données open source, mais ça peut être aussi, comme cela avait été dit, de l'acquisition ou de l'utilisation de modèles. On peut produire, récupérer des modèles qui vont eux-mêmes nous permettre de produire de la donnée utilisable pour nos modèles de référence. Donc on va un petit peu mettre tout ça en musique, tout ce qu'on vous raconte avec différents cas pratiques. Pour être plus précis, ce que vous allez voir dans la suite, c'est 3 natures de feature engineering assez différentes. On a essayé de vous mettre 3 cas d'usage qui sont des cas d'usage exploratoires qu'on mène à la CCR. Un premier qui a vraiment un axe relatif à mieux sourcer de la donnée open source et comment la standardiser. Un deuxième qui a induit une composante temporelle dans la gestion de feature engineering qu'on peut avoir pour le risque sécheresse. Et puis un troisième cas d'usage qui a introduit une notion, on va dire, de données exotiques, pour pas le citer, en fait, des images aériennes, et comment on peut utiliser des images aériennes également pour faire du feature engineering. Dans le détail, ce qui va être présenté, c'est ces 3 cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est la mise à disposition, la construction et la mise à disposition d'une API, qui est une API de géodonnées, qui a à la fois de manière asynchrone la capacité à collecter tout un tas de géodonnées open source, et de manière synchrone l'exposer de manière granulaire et homogène. Vous allez le voir comment, David va vous expliquer ça, pour faire des usages de la modélisation, de l'affichage, de la vise, vous allez voir. Le deuxième cas d'usage, c'est un cas d'usage qui sera présenté par Luc, à ma droite, qui lui introduit la notion de temps dans le feature engineering, et en fait on va faire du time forecasting sur un indicateur qui est très 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 important dans le risque sécheresse. Pour le risque sécheresse, c'est le SWI, le Soil Wetness Index, qui est un indicateur dans le temps, et également géolocalisé, et qui peut être intéressant d'ajouter à notre
tâche de feature engineering. Et le troisième cas d'usage, que je vais donc mener, ce sera un cas d'usage de computer vision, où on va aller faire de l'object detection sur les images aériennes pour en déduire des données tabulaires qui sont ensuite consommées par notre modèle sécheresse. Voilà. On va essayer de mettre tout ça en musique et en conclusion, je vous présenterai humblement un petit proxy, un petit modèle de deep learning proxy qui permet un petit peu d'éprouver la qualité de ce type de données qu'on a pu récolter. Voilà. Je te laisse la parole. Merci Aurélien. Donc, alors je vais juste me présenter en 2 mots. Je suis David Béard de Dataiku. Et je vais vous présenter cette première partie qui consiste à agréger, à récupérer ces sources de données diverses pour les rendre consommables par la suite. On sait qu'en France, on a un grand nombre de données géographiques, économiques, qui sont accessibles en open source. Et on veut utiliser cette information pour enrichir notre modèle. Un des enjeux là-dedans, c'est que ces données ne sont pas toutes au même format, ne sont pas toutes accessibles via les mêmes technologies. Et on a notamment des données qui sont juste des fichiers plats, des données qui sont accessibles via des API REST, et en plus qui ont des formats, enfin des granularités, des mailles géographiques et temporelles qui sont différentes. Donc il y a tout un travail d'agrégation, de mise à l'échelle, de nettoyage de données qui doit être fait pour qu'ensuite on puisse avoir accessible pour la suite des travaux un dataset qui soit qu'on puisse requêter à partir d'une adresse, d'une géolocalisation et qu'on va pouvoir utiliser dans des modèles ou dans de la visualisation. Donc c'est ce que vous voyez un peu le schéma sur la droite, où vous avez cet input qui est l'adresse ou la géolocalisation. On a, dans le back-end, on a déjà construit ces données que vous voyez à droite, qui viennent de diverses sources et qui sont mises à jour régulièrement. Et en output, on a cette liste de features qui va nous servir pour à la fois construire des visualisations et aussi pour être utilisé dans le modèle directement. Maintenant, je vais vous expliquer un peu quels sont les différents types de données qu'on a pu voir. Je vais vous donner quelques exemples dans le slide suivant, pour bien que vous vous rendiez compte de la complexité là-dedans. Donc ici, on a 4 exemples. Donc, par exemple, le premier, c'est BD Topo, qui va vous donner des informations topologiques sur le bâti en France. Donc elles sont à la maille de chaque bâtiment et on va avoir un bâtiment qui est une shape, on va avoir des données tabulaires en sortie avec des informations telles que la date de construction, la taille de l'immeuble, etc. Ça, c'est des données relativement simples à traiter. À côté, par exemple, c'est un type de données qui vient de Infoterre, qui va aussi être à la maille d'une shape, mais qui n'est pas la shape d'un bâti, mais qui va nous donner comme information quelque chose de non structuré. Comme vous voyez dans la petite ligne en dessous, c'est plutôt des informations sur le type de sol à ce niveau-là. Le troisième, donc c'est le SWI dont parlait Aurélien. Donc là, qui sont des données numériques et qui sont fournies sous la forme de CSV mensuelles, avec des coordonnées qui sont encore différentes, qui ne sont pas des shapes, mais des coordonnées normalisées sous le format Lambert 2 étendu. Donc encore voilà, un différent format à agréger pour créer une unité dans notre maille finale. Et la quatrième source ici qu'on présente en exemple vient de Google Earth Engine, qui là utilise des données satellites et qui va fournir des informations qui sont aussi non structurées, donc sur le type de couverture au sol par géolocalisation. Donc ça peut être du bâti, ça peut être des milieux naturels par exemple. Et une fois qu'on a toutes ces données, on va pouvoir voir dans le slide suivant quel est le produit final
qu'on arrive à construire à partir de tout ça. Donc là, vous avez les deux parties. Donc sur la gauche, c'est la partie, le process asynchrone, justement, qui va mettre à jour les données, les enrichir, les rendre accessibles. Donc tout ça est rendu possible notamment par Dataiku, par l'automatisation des refresh des requêtes API et même des appels à certains sites, pour avoir ces données-là qui sont disponibles, qui sont préparées pour être ensuite accessibles via une API qu'on peut interroger et avoir les résultats de façon synchrone et rapide. Et ici, ce qu'on a construit sur la droite, c'est une web app qui est aussi complètement intégrée au projet et qui est faite dans Dataiku et qui va permettre d'interagir avec ces données-là et d'avoir une visualisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre l'adresse ou désigner un bâtiment et avoir toutes les informations qui proviennent des sources qu'on a créées auparavant, qu'on a mises ensemble auparavant, et qu'on va pouvoir naviguer. On va pouvoir naviguer dedans et vraiment avoir une interactivité avec ça. Ça, c'est l'un des consommables possibles. L'autre consommable, c'est celui qu'on parlera à la fin, c'est le fait d'utiliser ces données en entrée d'un modèle, comme on parlera par la suite. Merci David. Donc première approche, premier cas pour vous démontrer toutes les approches de Feature Engineering. Ici, l'acronyme EA, il a juste la valeur qu'on se sert d'un certain nombre de technologies pour agréger, normer l'information et l'exposer à nos utilisateurs ou à des modèles. On va passer au deuxième cas d'usage sur le SWI. Merci. Du coup, Luc Gibaud du cabinet de conseil Quantmetry. Donc, je vais vous parler des travaux qu'on a réalisés sur le SWI, qui est un indice d'humidité des sols qui est mis à disposition par Météo France, et en particulier des travaux de forecasting, de prédiction qu'on a fait sur cet indice, parce qu'on espérait être capable d'obtenir des valeurs futures pour cet indice, pour, on l'espère, s'en servir en entrée de modèles de sinistralité liés à la sécheresse, comme le disait Aurélien en introduction. Donc, qu'est-ce que le SWI? C'est un des indices d'humidité des sols qui est mis à disposition par Météo France et qui est déjà en fait aujourd'hui largement utilisé pour prédire l'occurrence ou la sévérité de certains risques, et en particulier du coup les risques liés à la sécheresse. Nous, dans le cas qui nous intéresse, la sécheresse liée au bâti, mais on pourrait aussi imaginer par exemple le risque agricole ou probablement d'autres types de risques. Plus précisément, ça correspond à une profondeur d'environ 2 mètres dans le sol, le rapport entre la réserve en eau disponible à la réserve utile, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est naturellement utilisée par l'alimentation des plantes. Et du coup, Météo France met à disposition la valeur de ces indicateurs, mais bien sûr, c'est un indicateur qui provient entre autres de mesures et aussi d'un travail d'interpolation qui est fait par Météo France. Et du coup, il est uniquement disponible pour le passé, et ça, c'est une problématique parce que si on veut, nous, se servir de cet indicateur pour être capable de prédire si dans 5 ou 10 ans, tel ou tel bâti est plus ou moins sujet à des risques liés à la sécheresse, il nous faut être capable d'estimer, ou au moins d'avoir un certain degré de certitude sur la valeur que pourrait prendre cet indicateur à l'avenir. Et c'est là-dessus qu'on a axé nos travaux. Peut-être avant de vous montrer vraiment ce qu'on a fait en termes de modélisation, on a déjà fait, comme tout jeu de données, quand on le reçoit initialement, on fait une analyse de ces données, une analyse descriptive, et on a par exemple croisé les données du SWI par rapport aux arrêtés CatNat liés à la sécheresse qu'on avait dans les bases de données, pour vérifier qu'effectivement la valeur du SWI avait bien un impact sur le risque lié à la sécheresse. C'est l'objet du schéma que vous pouvez voir en haut à droite, où on a sélectionné un département, et pour chaque mois et toute année disponible pour lequel le SWI était disponible, donc on avait un historique de 50 années, on a affiché la dispersion du SWI, et par-dessus là, en rouge, on a affiché du coup les valeurs du SWI qui étaient prises pour les arrêtés de CatNat connus. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans l'immense majorité des cas, les arrêtés les sinistres
liées à la sécheresse surviennent quand on a des suies qui sont globalement inférieures à la médiane sur le schéma, et du coup on peut dire qu'ils sont inférieurs au normal de saison qu'on a pour les mois en question. Peut-être juste une autre visualisation qu'on a fait parmi les travaux d'analyse, c'est le schéma que vous pouvez voir juste en dessous, où on a juste affiché la valeur moyenne du SUI pour chacune des zones pour lesquelles le SUI était disponible. La France était divisée en environ 9000 zones pour lesquelles on avait l'évolution du SUI au cours des 50 dernières années. Et là aussi, on voit que naturellement, certains endroits ressortent, comme par exemple les chaînes de montagne qui ont tendance à avoir un SUI particulièrement élevé. Et du coup, ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment de la modélisation, être capable de prédire les valeurs futures du SUI. Donc c'est une problématique de machine learning, mais on ne peut pas juste appliquer classiquement des modèles de machine learning classiques, parce qu'on est face à des données qui ne sont pas juste simplement tabulaires, mais bien des données qui sont chronologiques. Et du coup, on a dû s'intéresser aux méthodes de forecasting et de time series. Il y a deux grandes catégories de méthodes qu'on a pu utiliser. Les méthodes qui sont dites univariées. Donc en fait, on va regarder l'évolution de la valeur du SUI pour une zone très précise de la France. Donc encore une fois, la France étant divisée en 9000 zones distinctes. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est relativement classique. En fait, on entraîne juste un modèle pour prédire la valeur d'une série chronologique à l'avenir. Donc c'est une problématique classique en série temporelle, mais l'inconvénient, c'est que si on veut avoir les prédictions en France entière, il ne faut pas entraîner un unique modèle, mais bien un modèle par zone, et du coup 9000 modèles distincts, ce qui peut être problématique si on veut mettre l'ensemble de ces modèles en production. Et du coup, une autre piste, c'est effectivement ce qu'on appelle le forecast multivarié, où là, on est capable d'entraîner un unique modèle qui est capable de nous donner la prédiction non pas d'une seule zone, mais bien de l'ensemble des zones, des 9000 zones. Donc si on se focalise déjà sur la partie univariée, c'est dans cette partie qu'on a fait la majeure partie de nos travaux, on a sélectionné du coup pour ça une zone, donc on a pris... Voilà, les exemples qu'on présentera seront centrés sur la zone 2, mais on s'est assuré qu'ils étaient reproductibles sur l'ensemble des autres zones du territoire français. Donc, comme toute problématique de machine learning, on a divisé nos données en un jeu d'apprentissage sur lequel notre modèle va apprendre le comportement, et un jeu de test sur lequel on va vérifier que les prédictions ressorties par notre modèle sont bien, on l'espère, performantes. Et du coup, notre jeu de test, ça correspond aux 5 dernières années qui étaient disponibles, à savoir dans les données qu'on avait extraites janvier 2015 à janvier 2020. Et on s'est servi de cette problématique aussi pour comparer un grand nombre de modèles différents. Donc, sans rentrer dans le détail de chacun de ces modèles, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 3 grandes typologies de modèles qu'on a utilisés. Les modèles dits statistiques qui sont nativement pensés pour les problèmes de série chronologique. Donc, on va retrouver par exemple des modèles comme SARIMA, qui sont une amélioration d'ARIMA qui tient compte notamment de la saisonnalité des données. Ou par exemple Prophet, qui est aujourd'hui un peu un des modèles phares quand on parle de modèles statistiques en machine learning, qui a été développé par Facebook et qui permet aussi de prédire de manière indépendante tout ce qui va être tendance de fond, saisonnalité et d'autres effets qui n'étaient pas forcément applicables dans les données qu'on avait. Ensuite, une seconde grande catégorie de modèles, c'est les modèles plus classiques de machine learning, où on va, sans entrer dans les détails, on a utilisé des random forest, des XGBoost. Donc là, la problématique était un peu haute, c'est que vu que ces modèles ne gèrent pas nativement les données chronologiques, il y a eu un travail préalable qui a été fait notamment sur principalement du feature engineering, ou en tout cas de la manière d'utiliser et d'entraîner ces modèles. Et une troisième catégorie de modèles, ça serait plus les modèles de deep learning, où on peut par exemple citer Neural Prophet, qui est une amélioration de Prophet, une version réseau de neurones de Facebook Prophet. Et on a fait d'autres travaux un peu exploratoires sur notamment des réseaux de neurones bayésiens qui permettent notamment de retourner une incertitude en plus de la prédiction, ce qui est le cas de certains autres modèles, mais pas forcément de tous les modèles. Donc, pour chacun de ces modèles, on a regardé quelle était la performance sur notre jeu de test, et on les a comparés en termes de simplicité de modèle, en termes de prédiction à la fois des valeurs, mais aussi de l'incertitude
notamment. Peut-être juste avant de passer au slide précédent, aussi au préalable, on avait fait une petite analyse afin d'extraire la tendance de fond et la saisonnalité du SUI. Ce qu'on peut voir dans les grandes lignes, c'est que s'il y a une saisonnalité qui est très clairement marquée, ce qui semble très logique quand on parle d'un indice d'humidité, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas du tout la même valeur en été qu'en hiver, il apparaît qu'on a eu du mal à trouver une claire tendance de fond dans ces données. Donc, si on regarde les résultats, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble de ces modèles au global donne des performances qui sont assez similaires. Il y a peut-être quelques typologies de modèles qui ressortent. Ça serait quand même plutôt certains modèles statistiques. On peut citer Sarima, Prophet ou certains modèles de deep learning. Sachant que certains modèles ont aussi l'avantage de retourner un intervalle de confiance qui est quand même donc c'est un intervalle de confiance à 95% qui est respecté dans l'immense majorité des cas, c'est quand même très positif. Donc on a quelques schémas selon des prédictions qu'on a fait, par exemple avec Prophet ou avec un LSTM bayésien, donc si on reste dans le deep learning bayésien. Et aussi, donc peut-être annexe à ces prédictions, on a aussi étudié d'autres pistes pour voir ce qu'on pouvait faire avec ces modèles, toujours avec pour but de se servir des travaux pour pouvoir les mettre en entrée de modèles de sinistralité par la suite. On a fait cette fois des travaux non supervisés de clustering des différentes zones du SUI. Donc pour ça, on utilise un algorithme de clustering assez classique qui s'appelle le K-means. La particularité ici, c'est qu'on ne va pas l'utiliser avec la distance qui est la distance classiquement utilisée, la distance euclidienne, qui n'est pas forcément applicable pour des données chronologiques. On va plutôt utiliser une distance qui s'appelle le Dynamic Time Warping. Et du coup, de manière totalement non supervisée, c'est-à-dire sans annoter les données ou quoi que ce soit, on va retrouver des groupements des zones du SUI qui regroupent bien des phénomènes géologiques ou géographiques concrets. Par exemple, naturellement, dans un même cluster, on va pouvoir retrouver l'ensemble des chaînes montagneuses ou presque. Donc on a un cluster qui va regrouper les Pyrénées, les Alpes, le Jura, les Vosges ou le Massif central. Voilà. Merci Luc. On va passer au troisième cas d'usage. Le troisième cas d'usage, je le rappelle, c'est un cas d'usage de computer vision. Donc on va essayer d'utiliser des images et d'en sortir des données tabulaires. Le contexte, c'est la détection d'arbres. Alors ceux qui étaient dans la presse, je le refais, je fais de la publicité, ceux qui étaient dans la présentation Milliman avant ont pu voir ce cas d'usage en fait en image. Ce cas d'usage, il s'appelle Deep Forest. Peut-être juste avant de rentrer dans les détails sur Deep Forest, quel est le contexte ? La littérature actuelle, elle montre qu'il y a un effet sur la présence d'arbres autour du bâti dans un contexte de retrait-gonflement des argiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un arbre est trop près de chez vous et que la taille de l'arbre est d'une certaine hauteur, ça peut avoir un impact, ça peut avoir un signal vis-à-vis de la fréquence ou de la sévérité de votre sécheresse. Pardon. La vraie question, c'est comment on se rend compte de ça? Parce que moi, personnellement, je ne les compte pas, les arbres autour de chez moi. Il n'y a pas de dataset spécialement qui existe pour ça, et encore moins de données tabulaires qui rendent compte de ce dataset. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on en a construit un. On a récupéré des données BD Ortho, BD Topo, qui sont des données qui proviennent de l'IGN, et on s'est servi de ces données pour construire une tâche. La tâche, c'est identifier les arbres qui se trouvent autour du bâti, et de ça, en déduire un certain nombre de critères, qui peuvent être des critères physiques directs, la densité d'arbres à 5 mètres de chez vous, ou des formules un petit peu plus avancées sur lesquelles on pourra revenir. Donc le contexte, c'est celui-ci, avec comme source d'entrée les petites images, figures 13, 14 et 15, qui sont des représentations de BD Ortho et BD Topo. Comment on fait pour mettre ça en place? Dans la littérature, il y a Deep Forest qui existe. Deep Forest, c'est un repo qui contient une représentation d'un modèle d'object detection basé sur RetinaNet, si je ne dis pas de bêtises. Il est très bien, ce modèle. Il est très bien à ceci près qu'il n'est pas vraiment entraîné à l'échelle de la France. Donc il n'est pas si bien que ça, en réalité. Il n'est pas si bien que ça, et ceux qui pourront l'essayer se rendront vite compte qu'on a rarement des fins scores qui dépassent les 0,3, 0,4, donc qui ne sont pas suffisamment relevants pour être utilisés ensuite
à des fins d'usage dans d'autres modèles. Donc on est obligé de partir de ce modèle parce qu'il existe, il faut s'en servir, mais de le réentraîner. Et comment on réentraîne ça? Possibilité numéro 1, vous avez un fantastique stagiaire qui va passer 6 mois de son été à noter à la main les arbres autour d'un certain nombre de bâtis. Je te regarde pas trop, Antoine, j'essaie de... Possibilité 2, on essaie de proposer un shortcut, et ce shortcut, c'est utiliser les données LIDAR. Il se trouve qu'on a la chance, en France, d'avoir l'IGN qui met aussi à disposition du LIDAR sur un nombre de zones actuellement très réduites, mais en tout cas, il y en a. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On s'est servi de ces données LIDAR pour en réalité pré-annoter. Le petit process en step 1 à step 4 que vous voyez à l'écran, c'est le process de pré-annotation grâce aux données LIDAR. On prend les données LIDAR qui sont dans la step 1. De ces données LIDAR, on réduit notre nuage de points à un nuage de points qui est de la végétation haute. On applique un post-traitement par une librairie qui s'appelle PyCrown qui permet de faire le contour grâce à ce nuage de points de végétation haute. Et ça nous donne un cerclage, un zonage de chacun des arbres relatif à un plan, à une carte. Et c'est ce que vous voyez en étape 4. En étape 4, on peut repositionner ce cerclage sur un mapping du type BD Ortho. On peut se contenter de ça. Simplement, LIDAR étant pas parfait, ce qu'on fait naturellement après, c'est l'étape 5 que vous voyez qui est réalisée dans une librairie qui s'appelle Label Studio. On fait de la post-annotation, donc il y a malgré tout un stagiaire qui doit quand même pré-annoter, post-annoter ce travail-là. Et ça nous permet d'avoir un dataset sur un échantillon, ici c'est un échantillon de 2 communes, Louance et Manosque, qui sont les 2 communes disponibles sur LIDAR HD. Mais en tout cas d'avoir un échantillon pour réentraîner, custom train notre algo Deep Forest. Donc on l'a entraîné. On l'a entraîné. Avant de l'entraîner, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait besoin un petit peu de réadapter la taille de nos images. Les recommandations de l'usage de Deep Forest indiquent qu'il y a une certaine dimension, un recropping d'image qui est nécessaire. C'est pour ça que vous voyez qu'en général, les dalles qui sont historiquement de dimension 5000-5000 sont en fait recroppées pour être de dimension 500-500, d'être de pixels 100-100. C'est du détail, mais c'est pré-processing qui est nécessaire de vous mentionner. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On reprend Deep Forest, on le réentraîne sur ces images qui ont été post-annotées grâce à LIDAR et à notre super stagiaire, et on fait un peu d'hyper-paramétrage et on observe ce qui se passe. Ce qu'on observe, c'est une amélioration significative sur l'échantillon de validation par rapport à un Deep Forest de base. On a quand même une augmentation de 35% du F1 score, ce qui nous amène poussivement sur la partie de validation à un F1 score de 0,7. Et on s'est amusé par ailleurs à évaluer ce modèle sur une commune complètement ad hoc, donc une commune de test qui n'a jamais rencontré notre modèle. Et là aussi à confirmer que le F1 score final tourne bien autour des 70%. Donc, plutôt des bons résultats, avec un petit calibrage qui peut être fait sur les softmax, donc les pseudo-probas qui sortent des détections d'arbres. Qu'est-ce qu'on obtient? Je me dépêche, un œil sur le temps. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, pour l'instant, une carte avec des cerclages validés et un softmax autour de ces cerclages. Ce qu'on fait à partir de cette carte, c'est qu'on la... Comment je pourrais qualifier ça? On la met en face d'une carte, d'une donnée qui est BD Topo. BD Topo contient les informations bâties, comme ça a pu être précisé par David. Et là, on va pouvoir commencer à faire un post-traitement très intéressant parce qu'il va nous donner le tableau qui est en haut à droite, donc la figure 20, qui va être en fait une représentation tabulaire de ces arbres par rapport aux bâtis dans notre zone de test. Donc on va pouvoir sortir des métriques du style le nombre d'arbres à 1 mètre de ton bâti, le nombre d'arbres à 5 mètres du bâti, la densité des arbres, l'exposition d'un mur par rapport à un autre vis-à-vis du bâti. On peut sortir tout un tas d'opérations relatives à la géométrie des arbres et du bâti. Et entre autres, on peut aussi s'amuser à faire un petit peu plus de feature engineering métier et de sortir des scores comme le score, vous voyez là, qui est un score qu'on propose, qu'on a appelé le TMS. Le Tree Mapping Score et qui est Tree Map Score et qui est en fait une représentation du nombre d'arbres par rapport aux distances des bâtis. Et ça, c'est une feature dont ensuite on peut se servir pour ensuite
influencer, apporter davantage de signal à notre modèle sécheresse. Donc, vous voyez qu'on en sort à la fois des données tabulaires et puis ensuite on peut remapper bien sûr nos résultats avec des gradients de couleurs pour notamment voir les bâtis qui ont des TMS les plus élevés et essayer de comprendre si ça marche pas. Donc, le score TMS, il va augmenter lorsque le nombre d'arbres est important près des buildings, lorsque le nombre d'arbres est très proche et lorsque la taille peut aussi, on a aussi un facteur taille qui peut influencer, etc. Voilà. Ça clôture ce troisième cas d'usage, cette fois-ci qui utilise donc des images, de la computer vision, donc de l'object detection pour en déduire des données des features pour nos tâches. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Eh ben, en fait, il reste tout à faire. C'est que le début de l'histoire, malheureusement. Il reste tout à faire parce qu'une fois qu'on a agrégé ces quelques 450 features, il faut vous dire grosso modo que ce que vous avez vu dans les 3 précédentes parties, ça représente à peu de choses près 450 features. Voilà. Qui sont en fait quelque chose comme plutôt 1000 features si on les one-hot encode. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces features? En fait, le vrai usage, le dernier usage, le seul qui doit être fait, c'est on essaye de les insérer dans les modèles historiques ou dans des modèles de deep learning qu'on pourrait créer par nos propres moyens. Le travail étant exploratoire, on n'a pas encore mené cette étude d'aller confronter ces nouvelles données aux modèles historiques. Ce qu'on a pu faire en revanche, c'est commencer un petit peu à intuiter l'apport de ces données dans la définition d'un modèle complètement ad hoc, je qualifierais même de proxy, en deep learning. Donc, c'est-à-dire un modèle time dependent, donc plutôt un modèle type séquence LSTM, qu'on va essayer d'hyperparamétrer le mieux possible et qui va se servir au mieux possible de toutes les données, sources IGN, BD topo, les features d'arbres, le SWI, etc., que vous avez pu voir auparavant. On a essayé de faire ce résultat et c'est ce que vous voyez à l'écran. Les résultats se trouvent sur la figure 22. Je vais essayer de la commenter rapidement. On a fait ce petit travail sur 500 communes réparties dans 3 départements, le 13, le 21 et le 86. Et comme c'est un modèle time dependent, on a pris comme base de train une période 2016-2019 et on essaye d'inférer, de tester sur 2020. Ce qu'on observe, alors c'est difficile parce que c'est des graphes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'expliquer d'un point de vue interprétation. Ce que vous voyez en figure 22, le bar plot en figure 22, c'est une espèce de matrice de confusion dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'axe des X, vous avez juin 2020, juillet 2020, août 2020. Ça, c'est la prédiction dans le temps. Et sur l'axe des Y, vous allez avoir la répartition des communes qu'on aurait dû identifier comme étant en catnat et qui l'ont été. Donc ça, c'est le cas 1.1, c'est les verts foncés. Les communes qui n'étaient pas catnat et qu'on a identifié comme pas catnat, ça c'est le cas 0.0, c'est vert clair. Et puis, je pense que vous pouvez faire la logique derrière. En orange, les communes qui n'étaient pas catnat et qu'on a identifié comme catnat, et en rouge, les communes qui étaient catnat et qu'on n'a pas trouvé en catnat. Voilà. On a essayé donc du coup d'appliquer notre modèle et voilà les résultats. C'est un résultat qui est un premier résultat qui est exploratoire mais qui donne un petit peu une visée qu'avec toutes les données qu'on a introduites avant et avec un modèle de deep learning que je qualifie encore de proxy, c'est un modèle pour avoir une intuition avant tout, on arrive quand même à sortir des choses intéressantes puisque on a des F1 scores qui dépassent quand même les 0,50. On a essayé bien sûr de paramétrer pour jouer davantage sur une certaine forme d'aversion au risque, notamment essayer de peut-être plus pointer d'événements catnat qu'on devrait. On est en capacité de pouvoir sortir ce type de modèle et donc de prédire à 6 mois ce type de résultat. Conclusion, on conclut. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez bien, dans la continuité des ateliers que vous avez pu voir sur les sujets d'open source ou de feature engineering, ce qu'on s'est efforcé ici, c'est de vous raconter 3 histoires sur 3 manières de produire, collecter de la donnée à partir juste d'outils informatiques, à partir de modèles type temporel, LSTM, à partir de computer vision, etc. On en sort énormément de features et je pense que tout le monde s'accordera à dire que sky is the limit sur ces sujets parce qu'il y a énormément de données. Le travail, bien sûr, qui reste à faire, c'est étudier le lien, la corrélation, les effets, le signal. On a pu voir avec les modèles de deep learning qu'on arrivait à expliquer des choses, mais il y a encore
énormément de choses à faire, ne serait-ce que pointer formellement une espèce de graphe de feature importance, par exemple des 450 features que je vous ai introduites avant, au regard de la sévérité ou de la fréquence d'un risque sécheresse. Donc on commence à peine à dégrossir les effets, le signal derrière ces différentes features. C'est ce que vous voyez en figure 24, essayez un petit peu comprendre que la distribution de notre Tri-Score, en fait, il est pas tout à fait le même si on est en situation de CatNat et si on n'est pas en situation de CatNat pour telle ou telle zone, ou alors des graphes de feature importance pour essayer de voir par rapport au top 30 des variables qu'on a pu collecter, si elles influent ou pas dans un modèle qui soit à l'image du LSTM ou des modèles un petit peu plus simplistes. Il y a plein de choses, plein de limites forcément à opposer à tout ce qu'on a évoqué. Il y a une mise à l'échelle qui me paraît crucial de vous mentionner, une mise à l'échelle sur le périmètre et une mise à l'échelle d'un point de vue informatique. Je posais la question dans la séance précédente. Le vrai sujet sur une mise à l'échelle, c'est bien sûr qu'en fait, computationnellement, c'est un enfer à gérer. C'est énorme d'un point de vue volume, calculatoire. Et donc, il y a un vrai travail à mener pour optimiser autant les API asynchrones, comme a pu l'exposer David, que d'arriver à passer à l'échelle pour appliquer un modèle Deep Forest customisé à l'échelle de tous les départements de la France. Il faut savoir qu'un département, sur une machine classique, à l'inférence, ça met ne serait-ce que déjà plus de 8 heures. Voilà, juste en one shot, quoi. Donc tout ce travail-là est un travail qu'on doit encore mener, et puis il y a un travail de périmètre, d'étendue du périmètre. Et puis je conclurai là-dessus. Le dernier aspect, c'est un peu la porte ouverte que peut nous offrir des gros acteurs du marché actuellement. C'est dommage que Guillaume ne soit pas là pour vous le commenter, mais il y a une boîte de Pandore, je pense clairement à aller chercher autour de GEE, qui est malheureusement depuis pas très longtemps un service payant. Google Earth Engine, je précise l'acronyme, mais qui regorge d'informations qui peuvent être extrêmement utiles au regard de tout ce que je vous ai expliqué et qui ont le bon goût aussi par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, d'être standardisés. Voilà. Et ben ça termine la présentation. On est quasiment dans les délais. Je vous remercie. Avez-vous des questions ? Sur ce que vous venez de dire, la source des données et une tendance à la privatisation de ces sources de données et leur facturation, est-ce que c'est pas quand même un problème ? Si, c'est clairement un problème. On a quand même, je pense, ça a aussi été évoqué dans d'autres ateliers, on a quand même en France la chance d'avoir un écosystème public qui est assez bon pour nous fournir des données gratuitement la plupart du temps. On peut citer notamment l'IGN, le BRGM, Météo France, qui sont vraiment des acteurs clés. Par contre, il y a une réalité, la réalité du marché et des gros providers de services, qui soient de services de données ou de services AI, vont aussi dans le sens de la financiarisation de ces sujets-là. Malheureusement, on ne peut pas y opposer grand-chose. L'État agit à travers certaines institutions pour donner un peu le contre-coup. Je pense que la mouvance open source en France, elle est claire, y compris et surtout sur ces sujets géodata. Maintenant, oui, il y a des acteurs qui se positionnent. Google Earth Engine est un acteur qui plus que se positionne. On pourrait également en citer d'autres. Voilà, ils apportent leur valeur aussi à cette donnée brute. Faut aussi considérer, et c'est dommage que Guillaume ne soit pas là pour en parler, mais il y a des accords qui sont possibles avec des acteurs publics, avec des instituts et avec la recherche pour aussi accéder gratuitement à ces données, la financiarisation relevant plutôt du cadre privé. Voilà. D'autres questions ? Alors déjà, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Moi, j'avais une question plus sur la variable target de vos modèles. Est-ce que vous avez considéré le fait que, par exemple, une commune qui n'est pas reconnue catastrophe naturelle a eu un péril sécheresse ou non? Donc, est-ce qu'on la classe en 0, en 1? Est-ce qu'on fait un 0,5 ? Il y a un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas précisés. La target est l'un de ces éléments. Il y a un niveau de subtilité qui est évident. Je ne sais plus si c'était toi qui l'as évoqué ou ça a été évoqué ce matin.
la cible, dans ce qu'on a, dont on s'est servi comme proxy dans le slide de conclusion, c'est une cible qui est objectivée sur la déclaration CatNat ou le journal officiel. C'est pas l'absolu, c'est pas l'aléa. L'aléa, en fait, il est un petit peu plus difficile à capter. Donc il y a forcément une nuance là-dessus. On est resté clairement à une approche très high level pour dire on prédit déclaration, on ne prédit pas déclaration. Il n'y a pas ce degré de nuance autour de il n'y a pas de déclaration pour des enjeux, je sais pas, de différés temporels, politiques, plein de raisons en réalité, puisqu'il y a souvent des enjeux derrière qui nous dépassent. Non, là sur ces sujets-là, clairement, on a conscience de la faiblesse de cette cible, mais c'est un autre enjeu de pouvoir faire la nuance. Ouais. Dans l'IDAR, il n'y avait pas la nature des arbres, parce que c'est quand même important, selon la profondeur des racines, ça n'a pas le même effet. Alors on n'est pas rentré dans les perspectives précises sur nos travaux tree detection, et là encore les équipes CatNat de la CCR pourraient largement vous en parler, mais il y a énormément de sujets autour de ce thème-là. C'est le feature engineering de détecter la zone d'un arbre, c'est pas suffisant. Il faut détecter la zone d'un arbre. En réalité, on arrive aussi à détecter la distance au bâti, l'exposition par rapport à un mur ou plusieurs murs. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres enjeux. L'enjeu, c'est la taille de l'arbre. Je n'ai pas parlé de taille de l'arbre. Il y a un vrai sujet sur la taille de l'arbre. Tu parlais dans l'atelier précédent d'une information importante, le MNT, qui donne des hauteurs. Il y a des informations dans Google Earth sur la canopie, mais qui ne sont pas aux bonnes granularités, qui pourraient nous aider. Mais donc, il y a un sujet de hauteur d'arbre qu'il faudrait intégrer pour vraiment avoir le bon signal. Et bien sûr, comme vous l'avez évoqué, la nature de l'arbre, puisque l'emprise racinaire, qui plus est au regard du sol argileux ou pas, va pas être la même en fonction de la nature de l'arbre. Donc il y a aussi une tâche de reconnaissance du type de végétation. Ouais. Pas d'autres questions? On reste à dispo en tout cas, si vous avez d'autres questions un peu plus informelles, on vous remercie pour votre écoute et puis à bientôt.